Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire, cette émission qui, comme vous le savez, est consacrée exclusivement à l'histoire du christianisme. Alors nous sommes au début du XXe siècle, plus exactement au lendemain de la Grande Guerre. À cette époque, le doyen des évêques français, Monseigneur Luçon, propose au pape Benoît XV de réunir chaque année l'ensemble des évêques de France. À l'époque, l'idée est de préparer une lettre pastorale sur l'après-guerre, ceci dans la perspective des élections législatives en France. Convoquée sans vraiment être préparée, la première rencontre des cardinaux et archevêques français se tient à Paris le 19 février 1919. Ce jour de février, en dépit du scepticisme ambiant en son sein, naît une des structures les plus importantes du catholicisme français contemporain, l'association donc des cardinaux et des archevêques, l'ACA, qui deviendra bien des années plus tard la fameuse conférence des évêques de France. Je vous propose de comprendre comment les évêques français ont décidé de se concerter au niveau national, de se concerter afin de mieux gouverner l'Église, de mieux répondre aux défis contemporains. Comment cette institution va-t-elle gérer ses relations avec le Saint-Siège? Comment va-t-elle justifier théologiquement son existence? Quels sont les sujets dont elle va s'emparer? L'État français, de son côté, va-t-il apprécier le fait d'avoir un seul interlocuteur dans sa relation avec l'Église de France? Quels ont été aussi les sujets de discorde en son sein? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Christian Sorel et Valentin Favry. Christian Sorel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis très honoré de vous avoir sur notre plateau. Vous êtes un des grands historiens de l'Église, de l'histoire contemporaine. On se connaît de très longue date et cela faisait très longtemps que je souhaitais vous avoir sur ce plateau. Et l'ouvrage que vous venez de publier nous en donne l'occasion. Je vous en remercie. Vous êtes professeur à l'université Lyon 2 et donc spécialiste d'histoire religieuse contemporaine. Valentin Favry, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Alors tous les deux, vous avez dirigé un travail absolument essentiel, 100 ans de gouvernement de l'Église catholique en France, de l'Assemblée des cardinaux et archevêques à la conférence des évêques, donc 1919-2019. Vous avez travaillé avec Charles Mercier, qui est aussi un grand spécialiste de l'histoire religieuse. Valentin Favry, je n'ai pas dit, je ne vous ai pas présenté, vous êtes responsable du Centre national des archives de l'Église de France, le CNAEF. Qu'est-ce que l'on peut dire, tout d'abord, des archives? Généralement, on a une vision, un peu comme la vision que l'on peut avoir des archives secrètes du Vatican. On se dit que l'Église cache des secrets dans ses archives, mais au fond, la vérité est bien plus prosaïque. Oui, alors déjà, je précise que désormais, les archives secrètes du Vatican ne s'appellent plus archives secrètes du Vatican, mais archives apostoliques vaticanes, pour justement lever l'ambiguïté sur ce mot secret, qui en fait était lié au secrétariat et n'avait rien de secret, justement. Mais alors nous, au CNAEF, donc, on a les archives contemporaines de l'Église, et plus précisément du XXe siècle. Et pourquoi du XXe siècle? Puisque nous sommes rattachés à la conférence des évêques de France, justement. Or, la conférence n'a que 100 ans d'existence, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 1919, 2019 pour le livre, 2022 maintenant. Mais voilà, donc nous, on a vraiment les archives du XXe siècle de l'Église nationale. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout ce qui est archives diocésaines, qui reste dans les diocèses. On a les archives des services nationaux de la conférence, des commissions épiscopales, de la présidence, de la conférence, etc. Quand un évêque meurt, ces archives partent où? Alors, déjà, normalement, les archives de l'évêque restent dans l'évêché à son départ et pas forcément dans l'attente de sa mort. Puisque comme l'évêque part à l'âge de 75 ans, normalement, il laisse ses archives à l'évêché, donc dans son diocèse.
Et alors, je reviens sur les archives propres de ces 100 années. Il y a... enfin, tout est ouvert, tout est facilement accessible, ou bien on doit faire face à une période en quelque sorte d'attente pour permettre un accès, respecter le droit des personnes, et que sais-je encore. Alors, les archives de la gouvernance de l'Église sont accessibles avec un délai de 50 ans. D'accord. Ceci dit, si on veut consulter des archives plus récentes, il suffit de faire une demande de dérogation. Et elle est étudiée et si c'est motivé pour la recherche, on peut accéder aux archives assez facilement. Et c'est un volume énorme de documents ? Alors, on a 6 km d'archives. Ah oui. Alors je précise d'ailleurs que nous, même si nous sommes rattachés à la Conférence des évêques de France, on fait partie de la Conférence des évêques de France, on n'est pas dans les locaux du 58 avenue de Breteuil. Oui. On est à Issy-les-Moulineaux justement pour une question de place. D'accord. Avant, on était au 106 rue du Bac avec la conférence, mais on a déménagé ici aux Moulineaux bien plus tôt que l'emménagement de 2017, l'emménagement de toute la conférence avenue de Breteuil, justement pour des questions de place. Et donc, dans ces 6 km, on a 3 km d'archives produits par les services de la conférence, par l'Assemblée plénière, le Conseil permanent, et on a 3 km d'archives qui viennent d'associations et de mouvements catholiques au niveau national, puisque toutes les associations catholiques peuvent s'adresser à nous pour déposer leurs archives. D'accord. Et tout ça, après, c'est communiqué aux chercheurs, évidemment, pour... Et donc, c'est sur ces archives que se fonde ce travail, Christian Sorel ? Alors, pour une grande part, oui. Il s'agissait d'ailleurs de valoriser ces archives, qui sont plus ou moins connues. C'est vrai, vous l'avez évoqué, il y a cette réputation de secret qui a pu être fondée, mais les règles ont profondément évolué depuis une vingtaine d'années. Donc, nous avons voulu, avec les archivistes, rendre disponibles les matériaux et les exploiter. Nous avons en même temps voulu attirer l'attention sur l'importance du thème de la gouvernance de l'Église, qui avait été quelque peu délaissé par les historiens qui se sont longtemps tournés vers les questions de mentalité, de pratiques religieuses. Et il fallait d'une certaine façon trouver une date symbolique. Elle est venue assez facilement puisque le 19 février 1919, la première réunion de l'Assemblée des cardinaux et des archevêques nous donnait l'occasion de faire ce parcours d'un siècle. Et on s'aperçoit souvent, vous savez, les historiens fonctionnent un peu trop, sans doute par rapport aux anniversaires, mais les anniversaires sont aussi une occasion de creuser des dossiers, et je crois que c'est ce que nous avons fait à cette occasion. Alors c'est très important ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'au fond, l'historiographie, les études historiques sont penchées sur la pratique, sur l'histoire des représentations, etc. Là, c'est un retour de ce qu'on appellerait l'histoire politique. L'histoire politique, et cette histoire politique est absolument importante. Oui, donc pour prolonger la réponse à la question que vous aviez posée, les archives du CNAEF sont au cœur de cette démarche, mais nous avons, disons, 2 autres fonds importants. Les archives diocésaines de Cambrai, qui conservent en fait des papiers de la gouvernance centrale dans la mesure où les archevêques de Cambrai étaient en charge d'un certain nombre de fonctions importantes, et puis les archives du Saint-Siège, oui. À la fois l'Archivio Apostolico Vaticano et aussi les archives des affaires ecclésiastiques extraordinaires, qui n'ont d'extraordinaire que le nom, puisque tout ce qui est important aboutit là. Exactement. Et alors, il y a une intervention sur les cardinaux Baudrillard et Grant. Ça, ce sont des archives qui sont accessibles, même si mes souvenirs sont bons. Les archives, les carnets du cardinal Baudrillard ont été publiés dans leur intégralité. Alors effectivement, le père Christophe a édité les carnets du cardinal Baudrillard, qui sont une mine d'informations sur l'histoire de l'Église des années 1910
aux années 1940. Et récemment, le diocèse du Mans a récupéré, classé les papiers du cardinal Grant, qui sont eux aussi une mine assez extraordinaire, à la fois pour l'histoire de l'Église et pour l'histoire de l'Académie française, puisqu'il était académicien français. Alors tout commence donc avec l'association des cardinaux et des archevêques. Vous retracez, hein, Christian, cette longue histoire. Quelle est l'origine? Est-ce qu'on sait à quel moment on a décidé véritablement de réunir les évêques français? Est-ce que c'était avant-guerre, pendant la guerre ou après la guerre? Alors, je crois qu'il faut faire un petit retour en arrière et rappeler qu'au long du XIXe siècle, le système concordataire interdit les réunions générales des évêques. La séparation bouscule l'Église et les évêques doivent se retrouver. Ils se retrouvent 3 fois, tous ensemble, en 1906-1907. Ça révèle des tensions, ça révèle aussi une tension avec Rome, puisque les choix face à la séparation ne sont pas exactement les mêmes. Et à partir de 1908, il n'y a plus de rencontre générale des évêques. Face aux nécessités de la réorganisation de l'Église après la séparation, il est évident qu'il y a là une lacune importante. Et donc, à la veille de la guerre, le cardinal Luçon, qui est l'archevêque de Reims et qui est le doyen de nomination des cardinaux, pense à réunir les cardinaux, c'est-à-dire 5 personnes. La guerre interrompt le processus et c'est après la guerre qu'il se rend à Rome. On est juste après l'armistice. Il se rend à Rome. Le pape Benoît XV lui suggère de ne pas se contenter de réunir les cardinaux, mais d'ajouter les archevêques. Et c'est là l'origine de cette assemblée qui se réunit effectivement sans préparation, puisque tout se décide en 2 ou 3 mois. Et 12 des 18 membres potentiels se retrouvent donc à l'archevêché de Paris en février 1919. Et c'est à partir de là que l'expérience de la première année va être reconduite d'année en année. Mais c'est une nécessité de se réunir, au fond? C'est un besoin qui est exprimé de Rome, des évêques, des 2 côtés? Je crois qu'il y a une attente des 2 côtés, une nécessité absolue sans doute pas, mais un besoin probablement. C'est une attente qui est exprimée qui n'est pas nécessairement la même des 2 côtés. On voit bien que pour Rome, l'objectif premier, c'est d'obtenir une lettre pastorale collective des évêques français dans la ligne de l'union sacrée, avec un souci d'apaisement à l'heure où Rome voudrait reprendre les relations diplomatiques avec la République et où la République est assez disposée à le faire. Pour les évêques français, il y a des nécessités de coordonner les activités. Il y a probablement aussi une volonté d'exprimer une parole commune, mais en sachant la difficulté à élaborer cette parole commune. Alors, on va revenir sur l'uniformité. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Valentin Favry ? Non, simplement, puisqu'on parlait des sources tout à l'heure, préciser que tout ce qui est sur les débuts de l'ACA sont actuellement dans les archives du diocèse de Cambrai, puisque c'est lié à la personnalité des 2 secrétaires généraux, enfin des 2 secrétaires de l'ACA, qui ont été successivement Monseigneur Cholet et Monseigneur Guéry, qui sont les 2 archevêques de Cambrai. Donc les archives sont restées tout simplement dans leur évêché, comme je disais tout à l'heure. Alors, tout au long du siècle, au fond, il y a ce qui est écrit et ce qui n'est pas écrit. Il y a l'oralité, parce que on imagine que tout ce qui est informel compte aussi. Il ne se retrouve pas à la machine à café, mais on peut imaginer que il y a des échanges. Est-ce que malgré tout, dans les textes, on retrouve cette trace de ce qui est informel, notamment chez, par exemple, un cardinal Brûle-Driard dont on parlait tout à l'heure, ou bien le cardinal Grant?
Oui, mais c'est la richesse des carnets personnels par rapport aux archives institutionnelles. C'est-à-dire que les archives produites dans le cadre de procès-verbaux sont très formelles, alors que des carnets sont beaucoup plus riches d'anecdotes et peuvent rendre compte d'échanges assez informels qu'il y a eu avant ou après la réunion. Et donc, Frédéric Lemoyne, dans le livre, raconte quelques anecdotes à ce sujet. Et bien sûr, on ne peut pas saisir totalement ce qui s'est dit, puisque ça n'a pas été enregistré. Mais on peut deviner un peu les personnalités des uns, les personnalités des autres, les tensions qu'on a pu avoir avant, après, pendant la réunion. C'est des choses qui ne sont pas forcément lisibles sur des archives un peu plus administratives. Aujourd'hui, les sessions de la conférence sont enregistrées, elles sont filmées, ou c'est une chose qui ne se fait pas? Alors, les assemblées plénières de la conférence sont filmées pour certains passages et elles sont aussi diffusées. Oui. Tout est enregistré, retranscrit dans un procès-verbal. D'accord. Voilà. Mais c'est le procès-verbal, le livre blanc, qui fait foi pour l'histoire. Et c'est tous ces livres blancs que nous, on conserve. Alors, je me retourne vers vous, Christian Sorel. Évidemment, l'évêque, le diacre, le prêtre, tout cela, c'est un fondement biblique, c'est un fondement sur le Nouveau Testament. Les conférences des évêques, l'ACA, est-ce que ça a un fondement théologique? Alors, avant le Concile Vatican II, non. Les assemblées d'évêques naissent au milieu du XIXe siècle, notamment en Allemagne et en Belgique, face aux défis de la conjoncture politique et sociale. Ce sont des instruments pratiques qui permettent aux évêques de régler des questions, d'apporter des réponses communes. Donc le statut est un statut ambigu, puisque Rome autorise ou n'autorise pas ces réunions. Mais ces assemblées ne figurent pas dans le droit canon. Donc il y a là une source de difficulté. Et la France a connu, dans l'émergence de cette assemblée des cardinaux et des archevêques, la France a connu beaucoup de difficultés. Mais alors, je me souviens très bien, j'avais reçu sur ce plateau la regrettée Marie-Françoise Basselès, qui a publié un livre sur les correspondances d'évêques dans les premiers temps du christianisme et qui montre que ces gens parlaient entre eux, parce que c'est normal de parler au sein d'une telle institution. Est-ce que dans l'histoire, malgré tout, je pense notamment au moment du sacre du roi de France, les évêques se réunissaient, ou une grande partie des évêques du royaume se réunissaient à un endroit, mais ça ne signifiait pas qu'il y avait des décisions qui étaient prises comme elles seront prises dans l'institution de l'ACA puis de la CEF? Alors, sous l'Ancien Régime, il y a l'Assemblée du clergé de France, donc, qui a un statut particulier, qui prend des décisions. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, mais la fonction n'est pas exactement la même, parce que la réalité institutionnelle a changé, notamment avec la Révolution. Le problème de ces assemblées, c'est qu'elles n'ont pas de pouvoir contraignant par rapport aux évêques. L'Assemblée des cardinaux et des archevêques est une structure de concertation, et Rome le rappelle régulièrement, ça n'est pas une structure de décision. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne prend pas des décisions. Mais un évêque n'est pas tenu de suivre la décision prise. Et de fait, tout au long des 40 ans d'histoire de l'Assemblée des cardinaux et des archevêques, on pourrait tout à fait repérer les évêques qui n'appliquent pas telle ou telle recommandation, on pourrait dire, plus que décision. D'autant qu'il y a toujours eu dans l'Assemblée des cardinaux et des archevêques cette ambiguïté que les évêques ne participent pas. Puisque finalement, l'Assemblée, c'est 20 personnes, en gros, quand il y a une centaine d'évêques. Les évêques sont consultés dans le cadre des provinces, qui a une dimension canonique, même si le fonctionnement des assemblées provinciales n'est pas toujours très efficace. Valentin Favry, on voit dans les archives cette frustration de l'ACA à vouloir
voilà, donner un peu le là, et à contrario, dans les archives diocésaines, des évêques qui sont un peu réticents à impliquer les choses? Alors oui, je pense qu'on les voit surtout dans les archives, le fonds Cholet, Monseigneur Cholet, et peut-être aussi au niveau de la correspondance avec le Monseigneur Cholet, c'était à quel moment? Pardon, Monseigneur Cholet, donc le secrétaire de l'Assemblée des cardinaux archevêques, du début jusqu'à 1952. D'accord. Donc il a couvert quand même une grande période de l'Assemblée, et en tant que secrétaire, il collectait pas mal d'avis, de correspondances de cardinaux et archevêques qui étaient soit d'accord, soit pas d'accord avec ce qui se disait. Du côté de Rome, on l'a évoqué, puisque la décision a été prise, j'allais dire, avec le blanc-seing de Benoît XV. Comment réagissent un Pie XI, un Pie XII? Vous montrez bien dans le livre qu'il y a une évolution, que dans un premier temps, il y a une forme de résistance malgré tout de Rome, et qu'ensuite, voilà, les choses ont tendance à s'aérer, et que les relations avec Rome sont meilleures. Alors, les années 20 sont traversées de conflits, d'affrontements entre la hiérarchie française et Rome, notamment autour de la question de l'Action française, qui est vraiment le gros dossier, le dossier permanent. Et toute l'histoire de l'ACA naissante rencontre cette histoire de l'Action française. Pour dire les choses simplement, la hiérarchie française veut se structurer, se donner des institutions permanentes pour poursuivre, au fond, une politique qui a été initiée après la séparation. Rome veut réorienter les choix du catholicisme français dans son souci de réconciliation avec la République, d'apaisement. Et il y a un choc générationnel, et l'ACA est victime, au fond, de ce choc. Rome va jusqu'à envisager la dissolution de l'ACA. Ah oui, oui. Et il faudra attendre 1929 pour que le feu vert définitif soit donné. Alors on ne l'a pas dit, mais l'Action française, c'est ce mouvement royaliste qui est né à la fin du XIXe siècle et qui est très très influent sous la Troisième République. Alors effectivement, l'Action française, qui n'est pas née en terreau catholique, mais qui va faire une alliance objective, on pourrait dire, avec le catholicisme, avec certaines fractions au moins du catholicisme et de la hiérarchie. L'Action française a une influence qui croît fortement des années 1910 aux années 1920 et qui semble très négative, notamment à Pie XI. Et donc, Pie XI prend cette décision en 1926-1927 d'essayer de déconnecter le catholicisme français de l'Action française. Or, il se trouve que la hiérarchie catholique, pas tous les évêques, mais notamment les archevêques et les cardinaux, ou un certain nombre d'archevêques et de cardinaux, c'est-à-dire ceux qui siègent dans cette assemblée, sont des sympathisants, sinon des partisans de l'Action française. Donc le heurt est entre Rome et Paris, disons, mais c'est aussi un heurt interne à l'épiscopat français, et le renouvellement progressif de l'épiscopat change la donne. Ce qui explique qu'à partir des années 30, les relations s'apaisent, même si la surveillance reste quand même très proche. Les procès-verbaux ne peuvent pas être diffusés auprès des évêques. Seuls des résumés sont diffusés dans la presse catholique, mais les procès-verbaux ne peuvent pas être transmis à l'ensemble des évêques tant qu'ils n'ont pas été validés par Rome. Oui ? Oui, et puis je voulais ajouter que tu disais que ça commençait à s'apaiser à partir de 1929, mais il y a aussi un règlement en 1928 qui a été accepté par Rome. Donc c'est quand même presque une dizaine d'années après que c'est formalisé sous forme de règlement le fonctionnement de l'Assemblée des cardinaux et archevêques. Mais est-ce que ce n'est pas normal, au fond, à toute institution, je le disais au début de cette émission, les choses se font non préparées, quasi informelles, et qu'au fur et à mesure se met peu à peu en place le droit et les pouvoirs de chacun? Oui, de toute façon, toute l'histoire de la Conférence des évêques de France
c'est des mutations constantes en fait, du début jusqu'à aujourd'hui. On voit toutes les réformes qui ont traversé l'histoire de la conférence, les commissions épiscopales qui, à partir de 1951, commencent à associer les évêques tous les 3 ans pour arriver enfin à 1964 à la constitution d'une assemblée plénière avec tous les évêques. Donc la transition entre l'ACA et la CEF ne s'est pas faite du jour au lendemain, ça a été progressif. Après, évidemment, il y a le Concile Vatican II qui participe de cela. Mais déjà, bien avant le Concile Vatican II, on commençait à associer l'ensemble des évêques dans les réflexions pastorales en France. Oui. Alors, justement, c'est une excellente transition. Il y a la période 1919-1929, puis après, il y a cette longue période que vous identifiez, 1930-1964. C'est long, c'est 4 pontificats, c'est extrêmement important. Qu'est-ce qui différencie, au fond, cette période 1919-1929 de la période suivante, 1930-1964 ? C'est une régularisation, une normalisation ? Oui, c'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte, d'une certaine manière. C'est une période de régularisation, d'apaisement. Les structures fonctionnent, elles se développent, on crée des comités, des commissions. Il y a une espèce de bureaucratisation qui se met en place, souvent difficilement, mais qui est à l'origine sans doute d'un mal permanent de la conférence épiscopale au long du XXe siècle. Quand vous parlez de mal permanent, c'est quoi, un malaise ? On trouve ça malgré tout bizarre de se réunir parce qu'on est évêque et normalement... Non, mais, oui. Et l'évêque a tous les pouvoirs dans son diocèse ? Alors ça, c'est un aspect, effectivement, mais c'est moins la réunion de l'ensemble des évêques que toute la mise en place d'une administration de lieux, de réflexion, de décision, de pouvoir, de consultation, qui crée un organigramme de plus en plus complexe et un peu pesant, dont pratiquement toutes les générations d'évêques se sont plaintes. Oui. On voit bien le moment décisif, c'est la décennie 50, la décennie 1950, où on va d'abord créer des commissions. Pourquoi ? L'objectif premier, c'est le cardinal Feltin qui veut créer ces commissions, mais l'objectif principal, c'est de contrôler les mouvements nationaux d'action catholique qui se sont considérablement développés dans les années 30 et 40 et qui ont tendance un peu à échapper à la hiérarchie. Ce sont des mouvements qui reçoivent des directives nationales et l'évêque local, au fond, il est court-circuité. Donc l'idée des commissions, c'est une sorte d'interface avec les mouvements. Mais c'est aussi une volonté de contrôle. Notamment, le grand problème, c'est de nommer les aumôniers des mouvements. Jésuites ou dominicains qui ont un peu tendance, surtout les jésuites, à échapper à l'autorité hiérarchique. Et c'est dans ce contexte, Valentin l'évoquait, qu'en 1951, on va réunir pour la première fois une assemblée plénière des évêques, pour la première fois depuis 1908. Donc c'est assez significatif. Les évêques, d'ailleurs, sont pas très satisfaits de cette première assemblée, 3 jours, on n'a pas préparé non plus, c'est un peu rapide, etc. Donc, dans ces années 50, on voit bien que les instances se complexifient et deviennent un peu pesantes. Et cette pesanteur, elle est quand même un legs de l'Assemblée des cardinaux et des archevêques à la conférence épiscopale. Mais alors, de quoi parle l'ACA, puis qui deviendra après la conférence ? Parce que vous parliez de tension, donc on a bien compris que ce qui domine le sujet dans les années 20, c'est la question de l'Action française, et de cette volonté de Rome de... Voilà, la condamnation de l'Action française, je ne sais plus quel est l'historien qui disait que c'était le second ralliement. Oui, René Raymond avait parlé de René Raymond avait parlé de second ralliement. Au-delà, dans les années 30 et après, de quoi parle-t-on ? Je dirais de tout. Tous les sujets sont abordés, évidemment des sujets internes
à l'institution. La question des sacrements, on va faire un directoire sur les sacrements dans les années 50. Évidemment aussi les questions politiques et sociales, et en particulier les questions sociales. La question des prêtres ouvriers va être une question évidemment très tendue dans les années 50. Il n'y a pas de sujet qui ne soit pas abordé. Parfois, on se dit que les évêques ont bien du temps pour poser des questions aussi parfois techniques ou secondaires. C'est assez étonnant. Il suffit de voir l'inventaire des procès-verbaux pour se dire qu'on passe d'un sujet à l'autre j'allais dire dans la plus grande incohérence. Bon, il y a bien un programme établi, mais vraiment on passe d'un sujet à l'autre de façon très étonnante. Je pense que ça a disparu ensuite. Progressivement, on a, surtout à partir des années 60, mis des priorités, défini des thèmes. Mais le programme des années 30 et 40, c'est étonnant. Il y a 20 questions, souvent, qui sont traitées en 3 jours. Ce qui est impossible. Et on passe d'une question tout à fait fondamentale de formation des séminaristes à une question très technique sur les colonies de vacances. Est-ce qu'il y a une préparation en amont? Est-ce que dans les archives, il y a ce qu'on appellerait des fiches, tout simplement, à l'usage des différentes commissions ou bien des différents responsables au sein de l'institution? Oui, il y a de toute façon, très vite, on est amené à créer la commission permanente qui va préparer les assemblées des cardinaux et archevêques. Et cette commission permanente deviendra plus tard le conseil permanent qui prépare les réunions de l'Assemblée plénière des évêques. Et ensuite, pour aider le conseil permanent, il y a le secrétariat général, le secrétariat de l'épiscopat qui devient ensuite le secrétariat général, qui aide le conseil permanent, etc. Donc c'est tous des rouages qui se mettent en place. Et en fonction de la complexification dont parlait Christian, on a besoin de plus en plus de personnes qui vont traiter des sujets pour préparer un dossier à présenter aux archevêques et cardinaux, puis aux évêques ensuite. C'est-à-dire qu'il y a tellement de sujets d'actualité sur lesquels il faut réagir qu'on a besoin de personnes pour préparer cela. Et donc on fait appel aussi à des experts extérieurs, des laïcs, qui vont nous aider, aider les cardinaux et archevêques à prendre connaissance d'un sujet, puisqu'ils ne peuvent pas absolument tout étudier eux-mêmes avant les réunions. Et ça produit énormément d'archives. Je me permets de revenir un peu en arrière par rapport aux années 60 et précisément aux années 40. L'association des cardinaux et des archevêques, les évêques, bon, on sait très bien ce qui s'est passé. J'ai fait une émission ici avec Marie Levent et Nina Valbousquet, mais aussi avec Jacques Semelin et Jérôme Cordelier sur l'Église et les Juifs pendant la Deuxième Guerre. Comment réagit l'ACA? Est-ce qu'il y a des discussions autour notamment du statut des Juifs et du régime du maréchal Pétain? Alors, l'Assemblée des cardinaux et des archevêques est divisée en zone nord et en zone sud, pour des raisons très pratiques, jusqu'à la fin de l'année 1942. Il y a donc une ACA de zone sud, autour du cardinal Gerlier, et une ACA de zone nord, autour du cardinal Suard, de l'archevêque de Paris. Et puis, bien sûr, il y a des échanges, mais qui sont plus des échanges écrits ou des contacts personnels. Toutes les questions de l'actualité sont évidemment abordées. Les grands enjeux liés à la guerre, aux relations avec le régime de Vichy sont traités, d'autant que l'Assemblée a un représentant à Vichy en la personne du chanoine Chapouli. Et la question juive spécifiquement n'a pas... on a des archives sur cette question ou... Alors la question est abordée, mais elle n'est pas un élément central des discussions. C'est plus l'initiative des évêques. Alors, on va faire de nouveau un bond dans le temps, en avant, et on va parler du Concile Vatican II. Quelle est l'influence du Concile Vatican II sur les conférences des évêques? Vous le disiez tout à l'heure, ce que je ne savais pas, c'est que le 19e siècle va produire cette institution, va porter ces institutions. En France, elle apparaît en 1919. Est-ce que le Vatican II va
être une sorte de catalyseur et encourager les choses? Alors, si vous permettez, avant de répondre directement, je dirais que dans les années 50, les conférences, telles qu'on les a définies, c'est-à-dire sans statut canonique, se multiplient à travers le monde. Elles répondent à ce besoin de coordination des évêques, mais elles répondent aussi à une stratégie de centralisation romaine. Et ça, on l'a trop souvent oublié. Le Concile Vatican II change la donne, pas simplement pour dire on encourage, etc. Parce que le Concile va repenser la fonction des évêques, la relation, l'identité des évêques et la relation entre les évêques et le pape. Le mot de collégialité est central pour le Concile. Sacramentalité, collégialité sont les deux dimensions essentielles qui sont liées à l'épiscopat. Et dans cette perspective, la question des conférences épiscopales, dotées cette fois-ci d'un statut théologique et canonique, est posée. Avec une réponse positive, mais qui fait l'objet de beaucoup de débats entre la majorité et la minorité, mais aussi à l'intérieur de la majorité conciliaire. Tout le monde n'a pas le même point de vue. Donc, Vatican II change les enjeux. Et il ne faut pas simplement penser la conférence dans le prolongement de l'Assemblée des cardinaux et des archevêques. C'est vrai, je dirais, dans les rouages administratifs et institutionnels, mais canoniquement et théologiquement, elle a une autre définition, puisque désormais, elle est insérée dans une pensée ecclésiologique. Le Concile va donc accélérer la transformation de l'institution française, qui était avec l'Espagne, il n'y avait que l'Espagne et la France, qui n'associaient pas tous les évêques à l'Assemblée. En Allemagne, en Belgique, tous les évêques participent, aux États-Unis, etc. Donc, c'était plus facile, finalement, de franchir le pas, de faire la transformation. En France, les évêques s'étaient simplement rencontrés 4 fois dans les 15 ans qui précèdent. C'est quand même relativement peu. Oui. Bon. Donc, il faut, en quelques mois, changer le mode de fonctionnement, changer le mode de pensée. Ça a été la difficulté aussi pour voir émerger la conférence épiscopale qui, officiellement, succède à l'Assemblée des cardinaux et des archevêques en mai 1964. Mais est-ce que la feuille de route de Vatican II, si vous me permettez cette expression un peu triviale, la mission, la lettre de mission, est allongée? Est-ce qu'elle est complétée par rapport aux intentions originelles de 1919, des années 20, puis des années 30? Oui. Est-ce qu'au fond, puisque vous dites qu'elle a désormais, elle s'inscrit dans un univers ecclésiologique, est-ce qu'elle a plus de pouvoir? Alors c'est le grand enjeu, effectivement, des textes qui sont rédigés, donc à la fois de Lumen Gentium, la Constitution sur l'Église, et la réflexion qui est faite sur la hiérarchie, les évêques et le pape, et puis sur Christus Dominus, qui est le texte qui régule plus précisément les pouvoirs des évêques. Les conférences épiscopales sont dotées d'un certain nombre de pouvoirs, de décisions, avec un flou. Tous les détails du fonctionnement ne sont pas prévus et les discussions vont se continuer dans les années suivantes, avec souvent, de la part de Rome, notamment sous le pontificat de Jean-Paul II, un certain nombre de freins qui sont mis par rapport à l'initiative collective des évêques. C'est une volonté de garder une forme de flexibilité, au fond, des deux côtés, du côté romain et du côté des conférences, et de laisser, au fond, à la discrétion des évêques de Rome, donc d'abord Paul VI, puis ensuite Jean-Paul II, et enfin Benoît XVI. C'est une question difficile dans la mesure où... C'est pour ça que je la fous là. C'est une question difficile parce qu'il faut...
on peut toujours penser dans un front, si j'ose dire, c'est un peu excessif, mais dans un vis-à-vis franco-romain. Mais il faut voir aussi qu'il y a toujours un front franco-français. Et on le voit bien. Quelqu'un comme Monseigneur Gouyon, qui, au moment du concile, dans ses interventions dans l'Assemblée conciliaire, allait très loin dans la demande de l'initiative des conférences épiscopales. Il demandait par exemple que les conférences épiscopales désignent elles-mêmes les membres du conseil, c'est-à-dire du futur synode, à créer autour du pape. 10 ans après, le cardinal Gouyon se plaint constamment de la bureaucratisation de la conférence épiscopale française et du fait que l'évêque n'est plus maître en son diocèse. Donc on voit aussi les déplacements que l'expérience va produire, d'autant que ce qui va gêner beaucoup la conférence épiscopale, c'est que son expérience naissante est une expérience de crise, puisque elle naît en 1964, le concile déclenche déjà pas mal de remous. Le printemps 64 est assez tumultueux en France, sur le plan ecclésial, je parle. Et ensuite, on le sait bien, il y a mai 68, les suites et l'agitation. Donc, la conférence naît dans l'urgence de gérer toute une série de dossiers qui n'étaient pas prévus et dans un climat de crise. Qu'est-ce qui ressort des archives Valentin Favry, justement par exemple au moment du Concile Vatican II? Est-ce que la liturgie constitue par exemple un des dossiers de friction au sein de la conférence? Alors, ce qui est sûr, c'est que le travail sur la liturgie a généré beaucoup d'archives. Et Florian Michel en parle dans le livre. C'est quand même plusieurs centaines de mètres linéaires, ne serait-ce que pour la réforme liturgique, de discussions, d'amendements sur les textes liturgiques qui sont faits. Donc l'épiscopat français a énormément travaillé sur la réforme liturgique et ça se ressent sur la production documentaire qu'il y a, oui. Et c'est un dossier évidemment très, très sensible dès 1964, puisque la Constitution sur la liturgie est l'une des premières adoptées à la deuxième session du Concile. Et on voit bien là le jeu institutionnel entre la commission liturgique que préside Monseigneur Boudon, qui veut aller de l'avant extrêmement rapidement pour appliquer les réformes, la traduction du Notre Père, etc. Et je me souviens de Monseigneur Veuillot disant, selon justement un de ces documents privés qui permettent d'avoir accès à une expérience plus intime, plus vécue, Monseigneur Veuillot effrayé devant la rapidité du travail en assemblée plénière, disant nous n'avons pas le temps de réfléchir, on prend des décisions, on ne mesure pas ce que cela va impliquer dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Donc on est là dans cette urgence qui est une des caractéristiques sans doute de ce type d'institution née pour répondre aux défis de la société et qui doit gérer au quotidien ces défis qui se retrouvent d'une fois, 2 fois par an et il s'agit de produire des réponses sous le regard aussi des médias, dont l'importance n'a cessé de croître dans les années 50-60. Ce qui pose au fond la question de l'uniformisation, c'est Paul Herriot qui s'attache dans le livre à cette question. On voit dans les archives, est-ce qu'on voit dans les archives cette idée progressive tout au long du XXe siècle que l'uniformisation serait une solution ou serait un but à atteindre ou les choses sont plus compliquées que cela? C'est plus compliqué que cela. Il n'y a jamais... en tout cas, moi, je n'ai jamais vu de texte appelant à l'uniformisation. C'est plus des volontés de contrôle qui sont manifestées à certains moments donnés de mouvements d'action catholique sur telle ou telle polémique. Mais à aucun moment, il y a des volontés d'uniformisation d'une pensée catholique en France, ça c'est clair. Christian Sorel? La question de la pluralité, effectivement, qu'aborde Paul Herriot dans cet ouvrage, c'est une question complexe. On a trop tendance à dire
la pluralité, elle date plutôt, la reconnaissance, disons, de la pluralité par l'institution, daterait plutôt des années 1970, quand on va supprimer le mandat de l'Action catholique, quand on va accepter le pluralisme en politique, etc. En fait, le pluralisme catholique, c'est une réalité permanente. Tout le 19e et le 20e siècle sont traversés par des conflits entre catholiques, laïcs ou clercs, catholiques libéraux, catholiques traditionnalistes. Enfin bon, on pourrait décliner l'histoire de l'Église contemporaine comme l'histoire de tensions, de conflits. Donc, évidemment, la hiérarchie, elle a une sorte de devoir moral et institutionnel d'essayer de réguler cette pluralité. Non pas la nier, ce serait quand même un certain aveuglement, mais essayer de faire que si l'unité n'est pas l'uniformité, elle permette la communion. Et c'est entre, je crois, aussi bien l'Assemblée des cardinaux et des archevêques que la conférence épiscopale, même si le mot de communion est beaucoup moins utilisé avant le concile, mais je crois que c'est cette idée-là. C'est que, bien sûr, l'unité comme uniformité, il ne faut pas se faire d'illusions, un certain nombre d'évêques la rêvent. Mais ils sont réalistes, le pluralisme existe. Mais il faut que ce pluralisme soit régulé pour que la communion catholique soit possible. Est-ce que Rome peut reprocher à la conférence cette volonté d'uniformité ou au contraire Rome souhaiterait davantage d'uniformité ? Je pense qu'historiquement, du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe siècle, la grande ambition romaine est une ambition de centralisation. Et la centralisation conduit souvent à l'uniformisation. Bon, ça, je crois que toutes les congrégations romaines, produisant des normes identiques pour le monde, ont porté cette ambition. Le droit canon. Alors, le droit canon en est un des instruments, évidemment, privilégiés. Donc, publié pendant la Grande Guerre. Voilà, oui, 1917. Mais il est bien évident que toutes ces directives qui arrivent de Rome sont significatives. Alors, l'apogée, c'est les années 50. Je prends l'exemple du cardinal Pizzardo, préfet de la congrégation des séminaires et des universités, qui se permet d'envoyer à l'Assemblée des cardinaux et des archevêques 3 textes en disant de les reprographier et de les mettre sur le bureau des évêques le jour de l'Assemblée plénière. Et il demande une réponse. Il n'a pas eu de réponse. Ce qui montre que l'Assemblée, elle garde aussi une certaine distance. Mais Rome, à partir des années avec Jean XXIII déjà et avec Paul VI, le rapport n'est plus le même. Il y a toujours un certain nombre une surveillance de l'Assemblée. On n'est plus à l'époque où on va faire valider les procès-verbaux. Mais les procès-verbaux sont toujours envoyés à Rome. Et ils sont lus par tous les préfets des congrégations, ils sont lus par le secrétaire d'État. Alors, il se trouve que dans les années 70, le secrétaire d'État est un Français, c'est le cardinal Villot, l'ancien archevêque de Lyon. Et j'ai pu voir dans quelques lettres du cardinal Villot au cardinal Marty des remarques qui montrent la surveillance très pointilleuse des actes de la conférence. Alors, évidemment, c'est sur des questions sensibles. Le célibat du clergé. On est autour de 74-75. Eh bien, le cardinal Villot écrit au cardinal Marty « Je n'ai pas pu empêcher l'envoi d'une lettre officielle de la congrégation des évêques sur une des remarques faites à propos du célibat. » Donc, voilà. Rome pense quand même l'unité catholique pendant longtemps en termes d'unification. Alors j'ai une dernière question, il reste 3 minutes. On sait que sous le pontificat de Benoît XVI, il y a eu la fameuse conférence d'Aparecida, la conférence des évêques d'Amérique latine, et que cette conférence a influencé un certain... D'ailleurs, elle était dirigée par le cardinal Bergoglio, qui est devenu le pape François. Et donc là, on a
un mouvement du bas vers le haut, d'influence d'une conférence qui, clairement, a eu des conséquences sur le gouvernement pontifical, puisque le gouvernement pontifical, dans beaucoup de ses idées, beaucoup de ses principes actuels, eh bien, s'inspire d'Aparecida. Est-ce qu'on a d'autres exemples comme ça d'une sorte d'inversement de pouvoir où une conférence, eh bien, peut influencer la papauté? Et vous avez 1 minute. Alors, je dirais oui, parce qu'il y a de manière assez permanente une négociation. Et tout au long de l'histoire de la conférence des évêques, comme de l'Assemblée des cardinaux et des archevêques, les échanges de courriers montrent que des modifications sont obtenues. Déjà, pour revenir à notre point de départ, en 1919, le pape Benoît XV voulait appeler les Français à la réconciliation avec les Allemands. Le cardinal Luçon dit « Oui, nous sommes d'accord », mais c'est prématuré de l'écrire dans une lettre pastorale collective après combien de morts et de dévastation. Et le pape a retiré, a accepté que ce passage ne figure pas dans le message qu'il envoie à la France. Donc vous voyez, cette négociation, elle a toujours existé, mais elle s'est développée, je pense, de plus en plus, parce que c'est l'esprit de Vatican II. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage « 100 ans de gouvernement de l'Église catholique en France », de l'Assemblée des cardinaux et archevêques à la Conférence des évêques, 1919-2019. C'est un ouvrage que vous aviez dirigé, donc vous, Valentin Favry, et vous, Christian Sorel, avec Charles Mercier, et c'est paru aux presses universitaires de Rennes. Les presses universitaires de Rennes font un excellent travail dans l'histoire de l'Église, et il faut les remercier. N'hésitez pas à aller sur leur site pour voir toutes les nombreuses publications qu'il y a sur l'histoire du christianisme. C'est extrêmement intéressant. Et je ne peux m'empêcher, cher Christian, de citer aussi le laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, le LARA, donc qui est un laboratoire de recherche, comme son nom l'indique, et qui publie énormément de documents sur l'histoire de l'Église, notamment, bien évidemment, l'histoire moderne et l'histoire contemporaine, qui sont les deux grandes périodes historiques de recherche de ce laboratoire. Il y a notamment toute une série très intéressante sur l'antiromanisme. Il faudra que l'on fasse une émission sur l'antiromanisme dans l'histoire. Voilà, donc le LARA, Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, il y a un site internet, vous pouvez vous y rendre, vous le trouvez très facilement sur Google. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à notre émission Risque de l'Histoire. Si vous voulez aller plus loin dans la connaissance de l'histoire, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site partenaire storiavoce.com. Rendez-vous aussi sur ktotv.com pour toutes nos anciennes émissions, mais aussi sur storiavoce.com. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Risque de l'Histoire.